Retour pour notre dernier débat sur la loi sur le travail, pendant que les mobilisations vont continuer, cet surgissement de la société. Et là, ce troisième débat, après avoir parlé de la critique, de ce projet de loi, des mobilisations, on veut ici même, et encore une fois, vous êtes aussi dans une entreprise de la révolution industrielle, technologique qu'est le numérique. Mediapart, dans le secteur de la presse, est une entreprise qui crée des emplois. Et donc, on veut se poser les questions, pas seulement dire non, mais inventer notre oui. Comment, dans le moment actuel, où il y a les questions du travail discontinu, les questions de tout ce que l'impact du digital, qu'est-ce que serait aujourd'hui, pour recréer de la confiance, recréer de la dynamique, un bon code du travail. Et pour ça, on a pris 4 acteurs de regards différents, avec Mathilde Goannec qui, comme Rachida El Azouzi, suit de près et bien mieux que moi toutes ces questions. Donc pour inventer cela. Alors d'abord, Anthony Gratakos, vous êtes comme moi, vous êtes le chef d'entreprise de ce plateau. Hein, vous êtes chef d'entreprise très critique de cette loi. Vous allez nous expliquer pourquoi, et vous avez d'autant plus de mérite que vous êtes élu socialiste localement, là où vous êtes. Et puis, de l'autre côté, Marie Vorgane Lebarzik, vous êtes CEO, c'est-à-dire PDG, on pourrait dire, de Numa, qui est au cœur, on appelait ça Silicon Sentier avant, justement, de la vitalité du numérique et de toutes les questions nouvelles qui sont posées. En face de vous, Sarah Abdelnour, vous êtes sociologue et vous avez étudié, justement, tout ce qui se travaille, tout ce qui se modifie concrètement. Vous avez appelé ça les nouveaux prolétaires, c'est-à-dire un peu, on pourrait dire, la part d'ombre de l'auto-entrepreneuriat, hein, qui est en vogue aujourd'hui, et vous allez nous en parler. Et enfin, Laure Kamaji, vous êtes membre d'un collectif universitaire dont nous avons présenté avec Mathilde et Rachida, elles ont présenté ensemble vos travaux du GR Pacte, groupe de recherche pour un autre code du travail. Comme c'est en accès libre, vous pouvez découvrir cet article sur Mediapart où il y a des propositions par rapport à ceux qui diraient il y a les responsables qui pensent vraiment des solutions et les autres qui ne savent que dire non. Maintenant, je me tais. À Mathilde de vous interroger. Voilà. Anthony Gratakos, pardon, je commence par vous parce que vous êtes effectivement, on l'a dit, chef d'entreprise et militant socialiste. Et je voulais simplement vous poser une première question. Vous êtes farouchement contre le travail, alors que vous êtes un patron. Contre la loi. Contre la loi du travail, pardon. Alors que vous êtes un patron, les patrons que l'on dit souvent horrifiés par le code, horrifiés par la lourdeur du code, etc. Alors vous n'êtes pas intéressé par tout ce qu'il y a là-dedans, la question du temps de travail, de l'assouplissement, la question du licenciement facilité, etc. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce texte, déjà pour commencer? Ce qui ne me va pas, c'est qu'on casse un cadre général. C'est-à-dire que moi, je vois le Code du travail comme une protection pour les salariés, mais aussi comme une protection pour l'entreprise. Parce que le Code du travail est censé s'appliquer à toutes les entreprises. Donc mon voisin, qui a la même activité que moi, joue avec les mêmes règles. Mais à partir du moment où on introduit la possibilité pour les chefs d'entreprise de modifier les règles à l'intérieur de leur entreprise en allant contre la loi ou contre l'accord collectif, l'inversion des normes, moi je peux me retrouver demain avec des concurrents qui vont mettre en place dans leur entreprise, par exemple, les 39 heures, et me faire de la concurrence sauvage en ne payant plus les heures supplémentaires ou en prenant diverses dispositions qui, moi, vont m'obliger soit à m'adapter à cette nouvelle donne, qui sera sûrement très locale, mais qui sera quand même là, parce que ça leur permettra de tirer un peu plus les prix vers le bas, etc., soit de mourir. Vous voulez dire que c'est la loi du plus fort qui va l'emporter là? Bien sûr. Alors déjà aujourd'hui, on est dans une situation où c'est un peu le Far West, parce que tous les services de contrôle de l'État, que ce soit la DGCCRF, l'inspection du travail, les impôts, ont perdu beaucoup de fonctionnaires depuis la crise de 2008. Il y a eu le premier plan sous Sarkozy d'un fonctionnaire non remplacé sur 2. Maintenant, c'est 1 sur 3 depuis la gauche. En attendant, on n'a plus personne, enfin, on n'a plus grand monde sur le terrain
Bien sûr que des concurrents qui ne payent pas les heures supplémentaires de leurs salariés, ça existe, il y en a beaucoup. On sait, hein, la fraude sociale en France, c'est à peu près 60 milliards d'euros par an. Des chefs d'entreprise qui ne déclarent pas tout leur chiffre d'affaires, donc qui échappent à une partie de la TVA et de l'impôt. Forcément, ça nous fait du tort, à nous qui déclarons l'intégralité. Et d'ailleurs, moi, j'y mets un point d'honneur à tout déclarer. C'est participer au système de solidarité. Et aujourd'hui, pour moi, il est au-delà du Code du travail, qui, moi, ne me pose aucun problème. Le problème, il est dans le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre les entreprises elles-mêmes, entre les grands groupes, les PME et les TPE, sur les taux d'imposition qui ne sont pas les mêmes. Les grands groupes payent moins, proportionnellement, évidemment pas en valeur absolue, mais payent moins que les TPE, comme pour les cotisations sociales et comme pour plein d'autres choses. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, on veut s'intéresser au travail, il faut déjà s'intéresser aux entreprises elles-mêmes, à la façon dont elles fonctionnent et aux déséquilibres et aux injustices qui existent dans le système entre elles. Le code du commerce et le code des impôts, ça serait des réformes très intéressantes. Vous êtes dans quel secteur, juste pour qu'on comprenne bien? Moi, je suis dans le transport et le parking privé à côté de l'aéroport de Roissy. Combien de salariés? 21. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le code du travail actuel qui vous pose problème, mais par contre, il y aurait des réformes à faire, notamment, par exemple, une réforme fiscale. Il y a une réforme fiscale extrêmement importante à faire, la progressivité de l'impôt, comme pour le revenu, l'impôt sur les sociétés devrait être progressif pour qu'il soit juste, de la même façon qu'il faudrait moduler les cotisations patronales de façon à ce qu'elles soient plus importantes quand on est des grandes entreprises qui font des gros bénéfices, alors qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'un artisan, qu'un indépendant ou un chef d'entreprise de TPE soit soulagé parce qu'aujourd'hui, on a du mal, moi j'ai du mal à me payer, je ne me paye pas tous les mois, il faut être honnête, hein. Et je me rends compte que ces chefs d'entreprise peuvent se dire chouette, ne plus payer les heures supplémentaires au prix où je les paye, ça va me faire rentrer un peu plus d'argent. Mais ce n'est pas une solution. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des clients. Moi, je n'ai pas envie de licencier. Moi, j'ai envie de me développer, d'embaucher le plus possible. Le problème, c'est que notre économie, elle est essoufflée parce que les salaires sont trop bas. Et je crois que nos responsables politiques, et M. Gattaz, ne se rendent pas bien compte de ce que c'est que de vivre avec 1 100 € par mois. Moi, je le vis. Je vois mes salariés qui le vivent parce que je suis obligé de les payer comme tout le monde. Je ne peux pas non plus... J'essaye de faire un peu mieux, mais c'est difficile. Mais il faudrait qu'ils essayent de se rendre compte, de voir ce que c'est tous les jours d'aller faire les courses quand on a une famille et qu'on touche 2 SMIC. Et peut-être qu'ils se rendraient compte que le vrai problème, c'est que les salaires sont trop bas. Et aujourd'hui, je pense que la vraie mesure que devrait prendre ce gouvernement, que devrait prendre n'importe quel gouvernement, c'est l'augmentation générale des salaires pour relancer l'économie. Ce n'est pas un problème structurel, c'est un problème économique, pour moi. Alors, peut-être Marie-Morgane Le Barzik, vous êtes, je dirais, une dirigeante d'une autre espèce, mais peut-être pas tant que ça, on va voir. En tout cas, sur une autre matière qui est celle de l'économie numérique, puisque vous dirigez une sorte d'incubateur géant de start-up, de plateformes collaboratives, un espace de coworking, enfin, il y a tout un tas de choses. Est-ce que vous rejoignez un peu Anthony Grattacos sur cette question que la réforme se trompe d'objet? Alors déjà, ce ne serait pas la même réforme, on ne toucherait pas au même objet. En tout cas, je pense que la réforme telle qu'elle est faite aujourd'hui mérite, je l'entendais déjà tout à l'heure, probablement d'être révisée dans certains de ses objectifs et d'être mise en perspective, mais elle tente en tout cas, j'ai le sentiment, je ne vais pas me dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais pour moi, elle commence à aborder le sujet nécessaire de cette forme de flexibilité de l'emploi, du fait qu'on est aujourd'hui dans une société où les compétences deviennent obsolètes extrêmement rapidement. Nous, on travaille à la fois avec des start-up qui sont donc sur des développements extrêmement rapides et puis également avec des grandes entreprises qui sont percutées de plein fouet par des modèles économiques qui sont renouvelés et qui étaient inamovibles, qui étaient là pour durer toujours. Et on en a vu certaines devenir mortelles et certaines même mourir. Et ça
pose la question de ce que sont les métiers de ces entreprises et qui exerce ces métiers dans cette entreprise. Donc à cadre constant, imaginons une entreprise de 100 salariés, il y a peut-être, ou plutôt 100 000, hein, si on va apporter le sujet des grandes entreprises, quand leur métier, leur marché était questionné et à renouveler, les compétences à l'intérieur, ils avaient le temps de prévoir, c'est-à-dire que ça se faisait sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois même 50 ans, donc on passait des grands-parents aux parents, aux petits-enfants, et quelque part, l'éducation qui était faite et la façon dont les gens étaient formés pour pouvoir répondre aux besoins de ce marché et à ces nouveaux métiers, on avait le temps de l'anticiper, et la mobilité à l'intérieur de l'entreprise respectait ce cycle et ce rythme. Aujourd'hui, tout s'accélère. Donc vous prenez une entreprise de 100, ce sera plus simple à répartir, d'une entreprise, et si son métier doit muter en 5 ans, 7 ans, 10 ans, elle est, on va dire, on va trouver parmi ces salariés ceux qui partent naturellement, soit parce qu'ils partent à la retraite, soit parce qu'ils changent, ils sont eux-mêmes dans une logique de mobilité. Et puis on va avoir ceux qui sont capables, qui ont été formés ou qui ont les compétences pour évoluer, et donc qui à l'intérieur de l'entreprise vont s'adapter à ce qu'on leur demande de nouveau et pouvoir évoluer. Et puis on a une large partie de ces salariés que l'entreprise ne sait pas former, ne peut pas former à ces nouveaux métiers, et qui finalement l'empêche de continuer de progresser et de créer de la croissance et de créer de l'emploi. Et je n'ai pas la réponse, et je n'ai pas la solution. Et je ne sais pas si le Code du travail tel qu'il est proposé, sa révision aujourd'hui, permet de répondre à cette problématique. Mais moi, ce à quoi je suis confrontée tous les jours, et ce qui est en partie notre métier, c'est cette nécessité de mouvement et de mobilité. Or, la force d'une entreprise, c'est ses salariés, c'est les compétences qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça pose la question de la formation, mais ça pose aussi la question de la mobilité. Parce que, si je comprends bien, le cadre actuel, sans parler de la loi, n'est pas adapté. Ce qu'il y a dans la loi, selon vous, j'imagine que vous parlez de la mobilité professionnelle, en tout cas d'une capacité que le Code aurait à permettre aux salariés de passer d'un emploi à l'autre et d'une entreprise à l'autre sans à-coups. Sans que ce soit grave, en fait. Parce qu'en fait, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave de quitter une entreprise, ça n'est pas grave de changer d'emploi. Il faut que ça cesse d'être grave. Il faut pouvoir se réenvisager. Aujourd'hui, on est dans un monde, j'ai envie de dire, où il y a presque un ancien monde où on continue et le cadre est un peu construit autour de ça, où on est censé, l'entreprise est censée apporter une évolution professionnelle aux salariés, lui dire voilà, tu vas rentrer à tel endroit, puis tu vas sortir à tel endroit. Ça a été vrai pendant des années, on pouvait y passer 50 ans et c'était formidable. Aujourd'hui, on ne peut plus... L'évolution suppose de changer d'entreprise. Exactement. Exactement. Et de fait, comment on passe de l'un à l'autre, voilà, cette flexibilité, elle est aujourd'hui pas permise. Et il faut comprendre que alors moi j'ai... Elle n'est pas permise, elle est possible. Elle n'est pas permise sans dégâts, c'est ça que vous voulez dire? Alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est dans moi j'ai 35 salariés, dans une phase de croissance, donc il y a beaucoup on va dire, de nouvelles énergies qui rentrent, ça offre de la mobilité, on crée des bureaux un peu partout dans le monde, donc il y a ce mouvement de croissance. Mais il y a cette obligation de croissance pour pouvoir offrir un avenir aux salariés. Si on n'a pas cette croissance, alors on ne peut plus accompagner les gens dans leur parcours individuel. Et moi, il m'est arrivé fréquemment d'accompagner des gens vers des sorties en leur disant tu ne trouves plus ta place ici, et donc on va t'aider à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur, pour sortir de l'entreprise, à trouver un point d'atterrissage et un point d'arrivée. Si je peux me permettre, j'imagine, c'est une supposition que ce sont des gens qualifiés, voire très qualifiés. Mais pas forcément. Non, j'ai une grande diversité dans mes salariés. J'ai mon lot d'écoles de commerce et de grandes écoles, mais parce que, moi-même autodidacte, je suis extrêmement sensible au fait de pouvoir offrir des espaces de développement à des gens qui ne seraient pas formés, mais qui ont toute l'intelligence et toute l'énergie à apporter dans l'organisation. Donc j'ai aussi presque 30% de gens qui ne sont pas du tout qualifiés. Et puis en plus, nous, on est sur des métiers
qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de réinventer des métiers. Donc on ne va pas prendre des gens qui sont formés pour ces métiers, on va prendre des gens dont on pense qu'ils ont l'énergie, les compétences et la vision pour pouvoir nous accompagner dans l'invention de nouveaux métiers. Peut-être, du coup, on peut voir avec vous, Sarah Abdelnour, donc sociologue, est-ce que l'entreprise, en fait, c'est fini et désormais, c'est la personne et c'est l'entrepreneur, c'est nous, entrepreneurs de nous-mêmes, qui allons construire notre parcours professionnel sans prendre appui, comme vous le disiez, sur une entreprise de A à Z et de 18 à 60 ans. Et donc, en quoi, là, la thématique de l'auto-entrepreneuriat pourrait intervenir ? Alors, cette rhétorique, elle est utilisée effectivement par les promoteurs un peu politiques de ces mesures d'encouragement au travail indépendant. Donc, l'auto-entrepreneur a été un peu le point d'orgue là depuis 2009. Avec cette rhétorique effectivement de la personne qui est responsable d'elle-même, qui va finalement être mobile, inventive, se prendre par la main, etc. Je pense que c'est quand même une rhétorique qui est globalement très trompeuse, et déjà pour la première raison qui est que l'auto-entrepreneur, c'est surtout une modalité d'embauche qui est utilisée par les entreprises. Donc quand on a cette image comme ça de quelqu'un qui va faire sa vie, se prendre en main tout seul, c'est faux. L'auto-entrepreneur est utilisé dans des très nombreux cas par les entreprises qui, plutôt que d'embaucher, vont contourner le droit du travail, parce que là, pour le coup, moi, ma population d'enquête, elle est même complètement en dehors du Code du travail, vont proposer aux gens, demander, exiger aux travailleurs de se mettre en auto-entrepreneur pour travailler pour eux, et finalement, souvent de manière plus stable qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression aussi que que l'innovation, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr qu'on est finalement, comme à toutes les périodes, dans une période de transformation technologique, qu'elle a quand même plutôt bon dos pour justifier les transformations des statuts d'emploi. Par exemple, les VTC aujourd'hui, on dit, voilà, les applications sont en train de révolutionner le secteur. Dans quelle mesure une application est tellement différente du coup de fil qu'on passait avant pour réserver son taxi ? Je ne pense pas que le développement de la plateforme numérique, je ne vais pas citer son nom, il y en a plusieurs, on va pas. Dans quelle mesure c'est vraiment une révolution technologique qui suppose qu'on change le code du travail, qu'on déstabilise les carrières, qu'on fragilise effectivement les protections par rapport au licenciement, par rapport aux heures de travail, etc. Je ne pense pas que le passage du téléphone à Internet pour la réservation de son véhicule soit une raison, une nécessité. Donc je pense que derrière ces transformations, il faut quand même voir qu'effectivement, l'autonomie dans le travail ne suppose pas nécessairement de sortir du salariat et de transformer absolument tous les statuts d'emploi. Le salariat, c'est une construction historique, ça a été rappelé par plusieurs membres des plateaux précédents, c'est une construction historique qui est éminemment une socialisation aussi des ressources. On socialise le salaire, on met en commun des cotisations et elles sont redistribuées à qui en a besoin en raison du chômage, du stade de sa vie, de la retraite. Et effectivement, je rejoins un peu l'intervention aussi de Samuel Churin sur le compte personnel d'activité qui va attacher des droits aux différents emplois, mais qui reste dans un modèle effectivement où c'est chacun ses droits. On va se faire sa petite épargne de droits. Ce qui est quand même très contraire à la logique précédente de socialisation des ressources, une logique plus redistributive. Effectivement, le débat aussi sur l'impôt sur les sociétés est extrêmement important, permettrait peut-être de résoudre des tensions qui sont inutiles entre des très petites activités et des grosses entreprises. On sent que souvent le débat chope un peu là-dessus. Les petits entrepreneurs disent quand même c'est pas la même chose que les grosses entreprises, mais peut-être qu'introduire de la progressivité serait un débat qui serait peut-être plus important que celui de modifier le licenciement. Mais est-ce que, en écho à ce qui vient d'être dit, est-ce que le salariat, en fait, le cadre, le statut qui est le nôtre actuellement, ça a été dit aussi, hein, c'est le stock des emplois et encore très massivement de l'emploi salarié en CDI en réalité. Est-ce qu'il peut accompagner des mutations dont on vient de parler, c'est-à-dire des entreprises très mobiles avec du savoir, de la technologie très mobile? Est-ce que ces deux cadres-là peuvent se rencontrer à votre avis?
Si la question est celle de la formation, je ne vois pas. Enfin, si l'objectif est certainement, enfin, c'est le vôtre, si l'objectif des entreprises est d'évoluer et de faire évoluer ces travailleurs, je ne vois pas vraiment en quoi le salariat est un frein à ça. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des dispositifs de formation. Ça ne me semble pas pouvoir se débarrasser d'une partie de ces travailleurs, ça ne me semble pas être la condition pour que des entreprises innovantes arrivent à progresser. Je ne pense pas précisément. Il faut plus penser. Enfin, c'est des modèles différents, mais ça, après, forcément, c'est des modèles aussi. Ça va être des choix politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère se débarrasser et reprendre des gens qui sortent d'école? Est-ce qu'on veut faire évoluer les gens en interne? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui deviendraient obsolètes par rapport à ces technologies? Par qui elles sont récupérées dans ce cas? Je ne sais pas. En tout cas, à nouveau, je ne pense pas, a priori, que le salariat soit contraire à ces facilités d'évolution, parce que bon, il y a de la formation en interne, et plus largement, de toute façon, je ne suis pas sûre que là, ce soit la question du cadre salarial qui joue. C'est une question de protection des travailleurs. Marie-Morgane Lebarzik. Non, moi, je pense que c'est le même sujet. C'est-à-dire que comment dirais-je? C'est pas une question de se débarrasser, c'est déjà très clivant de dire ça, de se débarrasser de salariés. À un moment donné, l'entrepreneur peut être amené à choisir de cesser une activité qui n'a pas émergé, sur laquelle il a fait tous les investissements. Il a formé les gens pour répondre à cette problématique. Et en fait, soit parce qu'il n'a pas su attaquer le marché, soit voilà, pour plein de raisons, il ne trouve pas son marché. Et donc, il décide, dans le meilleur des cas, de réallouer ses compétences et ses énergies à une autre activité, mais il faut que ce soit compatible. Tout le monde ne peut pas, dans le délai attendu d'une entreprise, où on doit, on est contraint par une trésorerie, on est contraint par un marché, on est contraint. Et donc cette mobilité-là, elle est extrêmement complexe, et le temps que cela demande, de découvrir, d'aller chercher un nouveau marché, une nouvelle activité pour pouvoir payer ses salariés et leur donner un emploi et continuer de faire grandir son entreprise, c'est un temps qu'on ne peut pas toujours, qu'on n'a pas forcément. Il faut comprendre que les startups, alors nous, moi il y a mon entreprise en tant que telle, mais il y a des sociétés pour qui qui ne font pas de chiffre d'affaires avant, qui sont structurellement EBITDA négatifs pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, plus même. On a le lot des startups, c'est de créer des emplois et justifier de leur valeur sur un nombre d'utilisateurs qui ne sont pas payants. Par exemple, vous avez fait un choix différent. mais une question à poser en termes d'entrepreneur, mais j'aimerais entendre Laure Camagi pour que vous nous disiez un petit peu, après avoir entendu ces différents points de vue, ce serait quoi, en répondant aux attentes nouvelles, diverses, ce serait quoi le bon nouveau code du travail? Voilà. Non, mais donner envie d'aller lire l'article de Rachida et de Mathilde qui racontent tout ça. Alors, nous n'avons ni vérité ni baguette magique, c'est certain. En tant que juriste universitaire, nous sommes très attachés aussi à la position que vous défendez de la loi socle commun pour tous, qui a pour mérite d'offrir des droits, de protéger les droits des salariés sur tout le territoire, dans toutes les entreprises, mais aussi, vous le dites très bien, de garantir une égalité entre les entreprises et de garantir l'égalité de concurrence. Et c'est vrai pour la loi, mais c'est vrai aussi pour les conventions collectives de branche. Ça l'est beaucoup moins lorsque l'on transfère le pouvoir réglementaire aux accords d'entreprise, tel que le souhaite le faire le projet de loi El Khomri, particulièrement en matière de temps de travail et par incidence en matière de rémunération, puisque les deux vont ensemble. Donc ce projet de loi, de ce point de vue-là, déstructure les conditions de la concurrence et affaiblit aussi les droits des salariés, mais peut-être que c'est plus l'objet, on ne sait plus trop. Mais en tout cas, c'est certain. Donc nous, on partage évidemment cette nécessité de maintenir le socle légal et toute la place à la convention collective de branche.
Après, pour réagir au débat sur le statut du salariat et la mobilité dont a besoin l'entreprise, et c'est évident, le droit du travail est un droit de compromis entre les exigences productives des entreprises, quelle que soit leur organisation, et les droits des salariés, leurs intérêts, mais aussi leur vie hors travail, leur droit à rémunération, leur droit au repos, leur droit à formation. Donc ces règles ont pour objectif de garantir la stabilité de ce compromis. Et d'où la question de savoir si on intègre aussi des gens dans le salariat, comme les auto-entrepreneurs qui travaillent par l'intermédiaire de plateformes numériques, ou pas, puisque c'est aussi l'enjeu d'inclure dans le champ de cette réglementation des travailleurs qui, pour l'instant, en sont écartés. Et donc qui relèvent du droit du Code du commerce, et pour lesquels on ne pense pas justement cette articulation entre l'activité de l'entreprise et la vie de la personne et ses revenus. Mais moi, je rejoindrais plutôt le point de vue de Sarah sur le fait que il me semble que ce que vous suggérez, c'est la possibilité de garantir des transitions aux salariés. En fait, je pense que une situation idéale, enfin on voit que ceux qui aujourd'hui lancent leurs activités, à 80% en tout cas chez nous, sortent d'une situation de salariat, sont généralement en indemnité chômage, qui est quand même 80% de la bourse aux créations d'entreprises, en tout cas pour les jeunes entreprises qui se lancent. Et je suis pas en train, enfin, comment dirais-je, je ne m'oppose pas à ce que vous disiez tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a une absence de prise en compte de la réalité économique d'une entreprise et du rôle qui est celui du dirigeant de maintenir son activité, mais pour pouvoir garder ses salariés. D'un chef d'entreprise, pardon, d'un chef d'entreprise. Et ceci dit, tout ce qui se crée aujourd'hui en termes de plateformes, que ce soit celles que vous n'avez pas citées ou les autres où il s'agit de faire livrer, par exemple, sa nourriture à domicile, c'est le Far West. Enfin, c'est un cauchemar ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Donc il ne s'agit pas non plus d'aller de ce côté-là. Je dis juste que la question du code du travail tel qu'il est formalisé aujourd'hui doit être abordée. La solution qui est présentée aujourd'hui, voilà, le besoin à la flexibilité, il existe dans les petites boîtes, il existe dans les grosses boîtes. Il y a une question de rythme. Je voudrais faire réagir à ce que vous avez dit, Anthony Gratakos. Et après, je vous poserai une question en tant que chef d'entreprise. Ce qui m'inquiète dans votre discours, c'est que vous voulez faire partager aux salariés le risque qu'a pris l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous voulez que l'entrepreneur s'exonère des choix qu'il a faits. Enfin, moi, tous mes salariés sont actionnaires de mon entreprise. C'est-à-dire que le capital est réparti entre tous les salariés. C'est un cas particulier, c'est loin d'être le cas dans toutes les entreprises. De votre parole, pas de ce que vous faites comme entreprise. Moi, je suis pour la propriété collective et les moyens de production, donc j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, les gens sont en train de réaliser une part d'eux-mêmes, et la vraie bonne nouvelle... C'est très minoritaire dans le fonctionnement des entreprises. Il y a très peu de salariés qui sont actionnaires de leur propre entreprise. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que le sujet est celui-là? Mais je suis d'accord avec vous, madame. Et je pense que du coup, on aborderait différemment les choses. C'est-à-dire qu'on ne serait pas dans un rapport... Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir moins de sécurité. Les scopes... Mais je dis pas qu'il faut avoir moins de sécurité, je dis que le rapport... Fini. Les scopes sont soumises aux mêmes règles que les autres et elles fonctionnent très bien. Hein. Mais ce n'est pas le problème. Ce que j'étais en train de dire, pourtant c'est un très bon modèle. Moi, c'est le modèle auquel j'aspire à l'avenir en tout cas, c'est d'amener mon entreprise à ça. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est un chef d'entreprise a tenté de prendre un marché ou une clientèle, il n'y est pas arrivé, donc il faut qu'il puisse
recycler en quelque sorte ses salariés, les sortir de l'entreprise. Donc il faut de la flexibilité pour que si une orientation n'a pas fonctionné, on puisse relancer la machine tranquille. C'est grosso modo ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est de la responsabilité du chef d'entreprise et le salarié n'a pas à payer les erreurs de gestion d'un chef d'entreprise. Moi si je prends une décision dans mon entreprise, si je prends une orientation que je tente d'accéder à un marché et que je me trompe, je ne vais pas licencier les 2 ou 3 salariés que j'ai mis sur cette activité. Je vais les recycler à l'intérieur de l'entreprise et c'est moi que je ne vais pas payer pendant 6 mois. C'est une sorte de punition, mais ce n'est pas aux salariés de payer les risques que nous prenons. Moi, je suis propriétaire de l'entreprise. Chaque mois qui passe, je capitalise sur la valeur de l'entreprise. Mais les salariés, eux, ils n'ont que leur emploi. Ils n'ont que leur salaire. Et aujourd'hui, dans une économie qui est extrêmement tendue, licencier un salarié, ça a des conséquences terribles. Il faut voir les licenciements chez Goodyear, c'est plusieurs dizaines de suicides et de divorces. Ça a des conséquences sociales, économiques terrifiantes. Donc, je comprends ce que vous voulez dire dans la flexibilité qu'on doit essayer de trouver. Mais je pense que cette flexibilité, elle doit se faire en interne des entreprises. Et on ne doit pas demander à l'État de l'assurer pour nous. Parce que peut-être ce qu'on essaye de dire là, si je tente une synthèse, c'est que en fait la question du statut du salarié, la question du temps de travail, enfin de la possibilité ou pas de licencier plus ou moins, plus facilement, etc. est en fait une des questions dans un ensemble plus large qui serait la redéfinition du cadre même d'une entreprise, qui est celle de la participation au capital, qui est celle de la participation à la décision, à la gouvernance, etc. Et que donc en fait peut-être un projet ne marchera pas s'il ne s'appuie pas sur ces 2 jambes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, par exemple, est-ce que c'est une direction, c'est pas vraiment l'objet d'un code du travail je dirais que c'est un projet plus large que le code du travail et je suis sensible à ce que vous dites et à ce que vous dites aussi. Il me semble que le risque de l'entreprise, effectivement dans la définition du travail salarié qui échange sa subordination contre un salaire, le risque de l'entreprise, il est pris par l'entrepreneur. Sinon, la personne est travailleur indépendant, elle assume les risques de son travail. C'est l'opposition entre les 2 formes de statut. Donc l'entreprise assume un risque en elle-même. Et ce qui est un peu pernicieux dans le débat actuel, c'est qu'on a tendance, à mon sens, à le déporter sur l'État. Ce qui a déporté en fait sur personne, plus exactement, enfin sur l'individu lui-même, puisque l'État ne veut même plus prendre en charge la socialisation des risques. Et pourtant, cette responsabilité de l'entrepreneur existe, tout comme la responsabilité de l'État, de la collectivité, existe en termes d'assurance chômage, d'assurance retraite, de politique de formation, de politique d'éducation et de politique d'aide sociale. Donc, tout ça s'articule, mais considérer que le salarié doit être le seul à payer, le déséquilibre, il est manifeste. Est-ce qu'il n'y a pas un piège dont il faut qu'on sorte, c'est cette idée par rapport à ce qui est notre objet, ce projet de loi, comme si derrière le projet de loi, il y aurait les modernes et puis il y aurait les conservateurs. Je dis ça parce que nous sommes 3 chefs d'entreprise ici, 21 salariés, 35, Mediapart, on a dépassé les 65. Et 3 salariés. On va, voilà, et 3 salariés, et 3 fonctionnaires. Et je dis ça, moi, quand on a vu, indépendamment de notre traitement journalistique, ce projet de loi, pour nous, il n'est pas fait pour nous. Il n'est pas fait pour nous, il est fait pour des grandes entreprises anonymes. Je suis hyper d'accord. Non, mais c'est pour ça, je voudrais. Il est fait, justement, c'est comme si, en termes, toutes les révolutions industrielles ont connu ça, c'est-à-dire que la révolution technologique sert d'alibi pour faire régresser le rapport de force. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment que, tel qu'il est bâti, puisque ça a été bien montré toute cette soirée, c'est ce genre de conseil d'administration anonyme où, par rapport aux dividendes et à la marge, etc., les salariés, 100, 1000, c'est une variable d'ajustement, donc en bloc. Et il n'y a pas, comment dire, se dire que pour créer de la valeur d'une entreprise, sa croissance, pour embaucher, on doit se poser le problème de comment je vais licencier. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Non. Vous l'avez dit, vous tous, d'une manière différente. On crée un collectif de travail, on crée une histoire collective. Et donc, quand on regarde ça, on se dit que
quelles que soient les petites mesures ou le débat sur, parce que vous avez parlé de la souplesse, de la mobilité, mais que l'entreprise elle-même peut envisager. On peut parler du travail discontinu, qui est une réalité par rapport à tout ce que provoquent les intermittents et précaires le posent comme question. Mais est-ce que fondamentalement ce projet de loi ne se sert pas d'alibi de notre modernité et de celle dont on a parlé sur les VTC, pour en fait faire simplement une contre-révolution sociale qui n'a rien à voir avec une vraie repensée d'une modernité profonde du travail, de l'économie, penser aussi bien le code du commerce, le code des impôts que le code du travail, et d'une pensée globale qui redynamise la société. On est dans les derniers, si vous pouviez chacun faire une conclusion en réfléchissant sur tout ça. Sarah, vous voulez démarrer ? Je vous donnerai assez raison là-dessus. C'est vrai que il y a tout un ensemble, et je pense que c'est ce qui crée une déception de la gauche sur ce projet de loi. C'est aussi qu'il ne pose pas du tout l'ensemble des débats qui sont pourtant réfléchis au sein de plein d'espaces de la société. Juristes, sociologues, économistes, et puis partis, et puis youtubeurs, et puis enfin voilà, tout plein de gens qui sont plus ou moins passés sur ce plateau ce soir, mais tous les débats qui ont été posés sur quel est le sens du travail et l'évolution de la place du travail. La réduction du temps de travail n'est absolument pas posée dans ce débat, elle est posée à l'envers, c'est-à-dire qu'on redonne plus d'ampleur aux journées du travail, on va quand même à l'encontre d'une évolution historique de 150 ans. Et donc effectivement, cette loi, elle a quand même, elle semble passer à côté d'un ensemble de débats sur enfin voilà, que ce soit des débats peut-être qui semblent un peu techniques, mais qui ne le sont pas tant que ça, de la fiscalité des entreprises, de l'évasion fiscale, qui seraient les ressources pour penser autrement comment on peut assurer de la sécurité et du bien-être du côté du travail. Elle passe à côté de la question de la réduction du temps de travail. Enfin, c'est pas qu'elle passe à côté, elle la prend dans l'autre sens. Et effectivement, dans le fond, la révolution technologique semble assez loin de ce projet, qui est effectivement un projet qui, vous l'avez dit, est-ce que ça représente les intérêts des entreprises ? En tout cas, pour le moment, les représentants actuels et anciens du MEDEF le soutiennent. Donc on imagine qu'ils ont quand même bien compris leur intérêt dans ce projet. Ils ont des PME françaises en général, ceux-là. Hein, oui, c'est ça. Ils sont assez éloignés. Vraiment, le CAC 40 est un milieu très fermé. Hein. Et puis on utilise, je pense, parce que bon, c'est ce que je connais le mieux, on utilise quand même vraiment cette valorisation du travail indépendant et de l'entrepreneuriat, qui peut bien sûr prendre des formes très intéressantes de scope d'entreprises innovantes qui pensent à la manière d'intégrer leurs salariés dans le capital, mais globalement, les auto-entrepreneurs, ce n'est pas ça. Ce sont beaucoup, là aussi, des variables d'ajustement qui pourtant sont franchement mobilisées souvent sur des temps très stables. C'est pas ça. Les patrons essayent surtout d'éviter de payer les cotisations sociales et puis de s'embarquer dans les formalités administratives. Ils délèguent ça sur le travailleur. Effectivement, la question, c'est qui porte le risque, qui gère sa paperasse, qui gère ses cotisations, et puis la question des caisses de sécurité sociale qui se vident. Vous m'approuviez quand je disais, vous qui avez créé une entreprise dont tous les salariés sont actionnaires, que ce projet de loi n'est pas fait pour nous. Non, mais en fait, je pense qu'il n'est pas, il est pas fini. Enfin, non, mais je ne sais pas s'il est fini ou pas, mais je fais pas référence au contexte. La protestation sociale fait qu'il n'est certainement pas fini, parce qu'ils sont obligés de bouger. Non, mais ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que je pense que le débat qu'ils n'ont pas provoqué en amont, qui aurait probablement été très contrôlé, très maîtrisé, très orienté, en fait, ils ont très certainement malgré eux, produit l'effet, oui, mais qui va probablement produire une valeur très forte et une forme de concertation et de réflexion collective extrêmement forte. Mais je pense surtout qu'il y a quand je vous entends, il y a un rapport au travail qui, dans mon environnement, n'existe pas. C'est-à-dire que la délimitation entre le travail et la vie personnelle, ce sont des choses qui sont totalement profondément intégrées, mais c'est réel. Et avec un sentiment de réalisation
personnel dans le travail, avec des excès, des choses qui doivent être limitées, contrôlées. Ils ont chez moi 2 fois plus de vacances qu'ailleurs, précisément pour ces raisons-là, et on les oblige à les prendre. Mais parce que ce sont dans cette dynamique entrepreneuriale, il y a une forme de réalisation personnelle. Et donc, ils ne se vivent pas comme des forces de production. En tout cas, on essaye de faire en sorte, et peut-être qu'une fois atteint une taille critique, on n'y parviendra plus, mais à ce qu'ils ne se vivent pas comme des forces de production, mais comme des forces de création, et que le travail soit une forme de réalisation personnelle. Et de fait, ça ne répond pas non plus à cette problématique-là. Oui, alors c'est des problématiques sur lesquelles on réfléchit au sein du groupe de travail, de groupe de recherche dont je fais partie, pour un autre code du travail. Et si on s'est lancé dans une réécriture complète du code du travail, c'est précisément pour aborder les questions que n'aborde pas le projet de loi El Khomri, que n'abordaient pas non plus les rapports précédents. Pour prendre simplement quelques exemples, et je réponds directement à votre question, ce qui est certain, c'est que ce projet de loi ne s'adresse qu'aux grandes structures pour baisser le coût du travail. C'est uniquement ça, on peut le résumer très vite là-dessus. Et puis pour aussi prendre aussi aux chômeurs ce qui doit leur revenir, que je rebondis sur le plateau précédent. C'est tout à fait vrai, sur l'article 52 du projet de loi, c'est un vrai scandale. Donc sur les problématiques sur lesquelles on réfléchit, par exemple en matière de temps de travail, effectivement, il y a une problématique importante de l'immixtion de la vie professionnelle sur le temps libre des salariés. À tort, à raison, avec des bénéfices, des inconvénients, c'est une réalité, une mutation du travail actuel qui est due aux mutations des organisations des entreprises, mais aussi des outils, tout à fait, et qui actuellement n'est pas prise en charge par le Code du travail. Nous n'avons pas pour l'instant les outils en termes de droit à la déconnexion. C'est dans le texte, normalement. Oui, effectivement, c'est une formule. La formule est employée, mais il n'est pas construit en termes d'évaluation de la charge de travail des salariés, en termes de droit véritable au repos, et non pas une transformation, un fractionnement comme le propose la loi travail. Donc ça, c'est des choses à penser, et c'est sur quoi on s'est attelé. On peut, si je me permets, rapidement, on peut penser aussi en matière de temps de travail à des véritables contreparties à la flexibilité des horaires et du temps de travail sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, qui est demandée aux salariés. Or, cela fait bien longtemps que ces contreparties-là, elles n'existent plus en termes de réduction du temps de travail, en termes de majoration de la rémunération. Mais au-delà, il y a d'autres problématiques, et je termine là-dessus, sur l'intégration des faux indépendants ou des micro-entrepreneurs. Ça demande de repenser ce qu'est le salariat. Et derrière, on a aussi tout l'enjeu du droit au chômage et du statut des chômeurs qui n'est pas du tout pris en compte par cette loi travail. Or, aujourd'hui, le premier employeur, c'est Pôle emploi dans ce pays. Donc, ça mérite de penser aussi ce statut des chômeurs. Payer, former les chômeurs, etc. Exactement. Anthony Gratakos, pour terminer. Alors, ce que vous avez dit soulève pour moi 2 questions. La première, c'est la représentativité des TPE et des PME. Comme vous l'avez dit, moi, quand j'entends parler Pierre Gattaz, je ne me sens pas du tout représenté dans les problèmes que je rencontre au quotidien. Je crois qu'il est nécessaire que les chefs d'entreprise dans les PME aujourd'hui travaillent ensemble à la construction d'une organisation qui va dans ce sens-là. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis la tribune que j'ai publiée dans Le Monde pour faire entendre une autre voix. Le problème, c'est que souvent on est débordé, on manque de tout et de temps surtout, mais je vais me lancer là-dedans. Et ensuite, vous soulevez une deuxième question qui est la guerre idéologique qui a lieu depuis 40 ans, depuis Thatcher et Reagan, contre tous les acquis sociaux d'une façon générale. Pas forcément parce qu'ils pensent que ça va permettre d'augmenter leurs profits, juste parce qu'on ne peut pas aller dans le sens des salariés. On ne doit pas aller dans ce sens-là, on doit aller dans le sens de l'entreprise et des profits. Et ce discours, qui est très prégnant depuis 40 ans, a gagné même les décideurs de gauche. Moi, quand j'ai entendu
J'ai participé à la campagne de François Hollande, j'ai collé ses affiches, j'ai distribué ses tracts. Quand je l'ai entendu pendant une conférence de presse sur l'ANI parler de charges sociales, il n'y a pas de charge, il y a des cotisations sociales. C'est du salaire différé. Ça ne pèse pas sur l'entreprise. Si on ne paye pas de salaire, on n'a pas d'activité économique. Entendre ça dans la bouche d'un président qui se dit socialiste, c'est 10 ans de militantisme qui se sont renversés devant moi. C'est terrifiant. Et donc, je crois qu'il faut que la gauche se ressaisisse d'abord de la sémantique, qu'on reprenne les gens quand on parle de charge sociale. Il n'y a pas de charge sociale, il y a des cotisations sociales, qu'on explique où vont les bénéfices, qu'on explique qu'aujourd'hui, le revenu produit par le travail va majoritairement au capital au lieu de revenir au salaire, alors qu'il y a à peine 50 ans, c'était l'inverse. Expliquer les déséquilibres économiques qu'il y a aujourd'hui et qui se sont créés et qui ont accompagné ce mouvement. Et ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on a un parti socialiste qui, dans cette optique, est totalement atone parce qu'il a absorbé le discours libéral, mais il reste quand même des gens et des mouvements à l'intérieur du PS qui défendent encore ces valeurs historiques. Vous ne claquez pas la porte. Il n'est pas question de partir. Partir, c'est leur laisser la place. Donc il n'est pas question de partir du Parti socialiste. Bien au contraire, je me bats avec Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, qui est un très bon défenseur de ces valeurs, pour faire entendre cette voix qui est la voix historique de la gauche, qui est la voix du progrès. Parce que la réforme, à gauche, c'est censé être le progrès social, c'est censé être l'émancipation. Et dans la bouche de Manuel Valls, la réforme, c'est la régression sociale. Eh bien, il faut revenir à l'émancipation, il faut revenir à ce qui a fondé, à ce qui a été les combats historiques de la gauche. Dans le Parti socialiste et puis aussi tout à l'extérieur du Parti socialiste. On l'a vu ce soir, on le voit ici. Donc la bataille sémantique pour reconstruire quelque chose d'autre éventuellement. Mais n'abandonnons pas le PS. Je vous laisse la responsabilité. C'est pour moi. Mais, bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, puisque avec nos événements mensuels, comme ce que nous avons fait là, puisque là, l'actualité, elle est faite aussi dans l'imprévu, l'imprévisible d'une jeunesse et de travailleurs et de salariés et de chômeurs qui se réveillent et qui font le chemin, comme nous aimons dire à Mediapart, des causes communes, de ce qui nous rapproche, notre travail, notre vie quotidienne, les questions qui nous lient les uns les autres. Ça fait 2h30 que nous sommes à débattre de cette loi sur le travail. Vous êtes sur Mediapart, c'est gratuit, la consultation de tout Mediapart, de la cave au grenier jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit, il y a une offre exceptionnelle, 3 mois, 9 €. Nous ne vivons que de nos abonnements. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mediapart a 8 ans grâce à vous. C'est une entreprise qui marche, indépendante, progressiste, participative et totalement numérique, totalement au cœur du futur. Voilà, c'est aussi la démonstration qu'il n'y a pas ceux qui seraient les modernes et les autres qui seraient les archaïques. La modernité, nous l'inventons tous ensemble grâce à vous. Merci, à la prochaine fois.